Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour un autre numéro de votre émission. On fait le point. Le développement de notre pays est en marche. Beaucoup de chantiers, beaucoup d'emplois futurs, ce qui demande l'implication de main-d'œuvre qualifiée. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle joue un rôle important dans ce sens. Avec nous sur ce plateau, Madame Aminata Kaba, pour faire le bilan des activités de son ministère, mais aussi nous en dire plus sur les défis et les perspectives dans ce département. Pour ce plateau, je suis avec Mahmoud Bari. Bonsoir. Bonsoir Mariam. Comment va? Ça va, Dieu merci. Très bien. Madame la ministre, bonsoir et encore une fois, bienvenue dans On fait le point. Merci, bonsoir. Il y a de cela 9 mois, pour être plus précise, que vous êtes à la tête du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Dites-nous quelles ont été les actions concrètes posées dans votre ministère au courant de l'année 2024. D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaiterais que les gens comprennent c'est quoi d'abord le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je suis la ministre en charge de l'emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, avant tout propos, déjà, je souhaite rendre grâce à Dieu, déjà pour cette bénédiction de continuer à faire partie du gouvernement qui est aujourd'hui sous la direction du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Riba, et grâce à la confiance renouvelée du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Et c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui dans ce secteur très important, qui est le secteur de l'éducation. Et je pense que cela est assez important à souligner dans le sens où le social aujourd'hui est une des priorités de ce gouvernement. Non seulement que c'est une des priorités du gouvernement, depuis la prise de responsabilité du général Mamadi Doumbouya, mais même dans le nouveau programme qui est aujourd'hui en marche, qui est le programme Simandou 2040, parmi les 5 axes stratégiques et prioritaires, nous avons l'éducation qui est au niveau du stratégique 2, donc c'est juste pour vous dire l'importance du secteur éducatif dans le développement socio-économique d'un pays. À ce titre, il est aussi important, encore une fois, de signaler qu'aujourd'hui, l'enseignement technique a un rôle fondamental et majeur dans la qualification de notre jeunesse. Notamment, pour avoir un emploi décent, on parle de formation. Et je pense que c'est quelque chose que je ne cesse de répéter. La plus grande richesse d'un État, ce ne sont pas ses richesses de sol et sous-sol, mais c'est son capital humain. Donc, avoir la responsabilité, la lourde responsabilité de contribuer au développement de ce secteur est quand même assez significatif. Et avec le projet Simandou 2040, qui est un problème de développement sur 15 ans, on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Bien sûr. Qui dit main-d'œuvre qualifiée dit éducation, surtout technique, parce que la majorité des métiers qui seront créés par le corridor grâce au projet minier Simandou se trouvent quand même autour de certains métiers principaux tels que tout ce qui est construction, donc BTP, construction des routes, les métiers comme la menuiserie, la plomberie, en fait tous les métiers du secteur tertiaire. Et nous avons c'est au niveau de notre ministère que nous avons la responsabilité de former ces jeunes. Donc comme vision stratégique du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, on a pour vision de bâtir un système d'enseignement technique et de formation professionnelle performant et adapté aux besoins du marché. Donc, il est important de savoir que sans un marché d'emploi, on ne peut pas à notre niveau qualifier ou répondre aux besoins de ce marché-là. Donc, il est important que nous puissions comprendre les besoins du marché, que nous puissions adapter notre programme de formation à ce besoin afin que la majorité des Guinéens puissent trouver surtout notre jeunesse puisse trouver un emploi décent. Aussi, un point important, nous avons à notre niveau plusieurs orientations stratégiques, notamment le premier axe stratégique, c'est l'analyse des besoins et la proposition des axes d'action, notamment, comme je le disais tout à l'heure, orienter la formation vers les besoins du marché de l'emploi. Et par cela, on passe par plusieurs phases. La première phase, c'est d'abord la mise en place d'infrastructures adéquates et adaptées pour un système d'enseignement qualifié. Aussi, nous avons l'adaptation de programmes de formation et des filières à notre niveau. Lors de ma prise de fonction, nous avons constaté aujourd'hui un vrai enjeu qui est un nombre assez important de programmes qui ne sont pas forcément
adaptées aux besoins du marché de l'emploi. D'accord. Et une des réformes majeures que nous avons déjà entamées, on a organisé il y a quelques mois un atelier sur la refonte des filières et des programmes pour justement essayer de pallier à ce problème d'inadéquation entre formation et emploi. Donc on compte non seulement moderniser les curricula, donc les contenus de formation, les réduire et voir quels sont les curricula qui sont adaptés, quels sont les curricula qu'il faut retirer et qu'est-ce qu'il faut améliorer ou bien introduire de nouveaux programmes de formation. Aussi, un facteur qui est très important, parce que qui dit encore une fois formation, c'est vraiment l'objectif in fine, c'est d'avoir un emploi décent, c'est conclure des partenariats assez gagnant-gagnant avec le secteur privé pour que nos apprenants puissent trouver des stages lorsqu'ils sont à l'école, mais également qu'ils puissent, pour faciliter leur insertion professionnelle après leurs études, si c'est un BTS, un brevet de technicien supérieur qui est sur 2 ans, ou un BT qui est un brevet de technicien qui est sur 2 ans aussi, sauf que la différence est au niveau du niveau d'accès. Les BTS, le niveau d'accès c'est le bac, et le BT, le niveau d'accès c'est le brevet. On a également on adresse également une certaine frange de la population, de la jeunesse, notamment les enfants qui ont soit eu le CAP, le certificat d'aptitude primaire, ou qui sont en abandon scolaire. Donc ça aussi, au niveau de nos CAPPS, on essaie de former aussi ces jeunes-là à des métiers pour qu'ils puissent vivre en fait de leur formation. L'autre point aussi, l'autre stratégique, c'est l'amélioration des équipements et des infrastructures. Donc, je pense que je l'ai tout à l'heure brièvement abordé. Si on veut que nos enfants, que nos frères, sœurs soient dans un environnement adéquat et décent pour qualifier davantage le système d'enseignement technique, c'est quand même avoir des infrastructures adaptées. Donc, renouveler les écoles. Donc, on a quand même rénové plusieurs de nos écoles. Nous sommes en phase d'extension de certaines et de construction d'autres infrastructures. Je ferai tout à l'heure le point par rapport à ça, le niveau d'exécution de ces différents projets. Et également doter nos écoles de nouveaux équipements, que ce soit des équipements collectifs ou des équipements individuels. D'ailleurs, ce qui m'amène à parler d'un des projets présidentiels phares, qui est la dotation, il y a quelques semaines, le lancement officiel de la remise des kits individuels d'apprenants aux premières années de l'enseignement technique. Donc ceux qui sont au niveau brevet technicien et brevet technicien supérieur. Il y a également une phase d'évaluation aussi que nous comptons mettre en place pour voir quelles sont les infrastructures qui ont besoin de rénovation ou celles qui ont besoin tout simplement, où il faut carrément raser et faire de nouvelles constructions. Un autre point important à signaler, c'est la formation des formateurs. Donc, lorsqu'on parle d'école, je le dis très souvent, un de nos gros défis ou challenges au niveau de l'enseignement supérieur, c'est que la majorité de nos projets n'étaient pas assez structurés. Ça veut dire quoi? Soit on a des infrastructures, mais on n'a pas de formateurs, soit on a des formateurs, on n'a pas d'équipement. C'est pour ça qu'en termes de réforme, on a décidé de faire les choses correctement. Ça veut dire quoi? Cette année, par exemple, au niveau du concours d'entrée, on a recruté que au niveau, pour les premières années, d'abord que les gens qui ont le niveau bac et brevet. On a aussi modernisé l'accès au concours sur des tablettes. Donc, on a eu à peu près plus de 10 000 candidats, si je prends les différents métiers hors la santé. On a eu plus de 10 000 candidats et en termes de recrutement, on n'a recruté que 1900 parce qu'il fallait vraiment, à un moment, il faut qu'on comprenne que si on veut qualifier le système d'enseignement, il faut quand même mettre des normes et standards à ce niveau-là en termes de respect de certains principes, notamment au niveau de l'enseignement technique. C'est peut-être quelque chose qu'il est important de signaler. Nous avons 70% de pratique et 30% de théorie. Les programmes sont censés être sous forme de APC, donc approche par compétence. Et alors qu'on a aujourd'hui d'autres types de programmes de formation qui sont les projets par objectif, notamment en PPO,
qui n'est plus adapté en fait à l'enseignement technique. D'accord. Et à ce titre, on a essayé de n'ouvrir que les filières qui respectent l'approche par compétences. Donc, par d'abord, les groupes pédagogiques désormais varient entre 24 et 35 apprenants par classe. Donc ça, l'objectif principal, c'est d'abord de réduire le surpeuplement, enfin, d'éviter le surpeuplement des classes pour favoriser, d'abord pour faciliter à l'enseignant de mieux dispenser son cours et également permettre à l'apprenant de mieux comprendre, parce que plus l'effectif est réduit, plus c'est facile. Également, en termes de travaux pratiques, avoir des groupes de travaux pratiques un peu plus réduits. Et vu qu'on a maintenant des équipements à leur disposition, l'équipe d'apprenants individuels, ça leur permet en fait de lier la théorie à la pratique. Aussi, on compte cette année, avec cette nouvelle réforme, voir comment est-ce que nous pouvons faciliter l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes, en facilitant d'abord l'accès aux stages dès la première année, pour que les apprenants commencent, parce que surtout que quand la formation est de très courte durée, il est important que les apprenants, dès la première année, puissent avoir accès à un stage, non seulement pour se favoriser avec le milieu de l'emploi, mais aussi essayer de voir comment est-ce que, à la fin de leur stage, éventuellement, ils peuvent directement être employés au niveau des structures du privé ou bien du public qui veulent bien les prendre comme stagiaires ou être entrepreneurs carrément. Et cela m'amène à dire qu'on a cette année en prévision, à partir de l'année prochaine, donc du deuxième semestre, d'intégrer la filière d'entrepreneuriat, donc enseigner l'entrepreneuriat au niveau des établissements d'enseignement technique pour préparer nos apprenants justement à mieux se prendre en charge. Autre point qui est important, donc je pense que je l'ai déjà abordé, c'est le renforcement des stages pratiques pour ceux qui sont en dernière année. Donc, on a plusieurs réalisations à ce niveau. On a quand même scellé des partenariats avec le secteur privé pour voir. On a rencontré le patronat pour justement leur expliquer nos préoccupations, mais également les écouter et voir comment est-ce que nous pouvons avoir un partenariat gagnant-gagnant pour qu'eux, ils puissent recruter à notre niveau en fonction des besoins qu'ils expriment, mais que nous aussi, nous puissions faciliter l'insertion de nos jeunes au niveau du secteur privé en fonction du métier qu'ils apprennent. Donc, qu'on soit dans la couture, qu'on soit dans la menuiserie, qu'on soit dans la plomberie, qu'on soit dans le froid et climatisation, peu importe. Le plus important, c'est vraiment pouvoir apprendre sur le tas, donc pratiquer le métier qu'on aime en fait, dans un monde réel, donc vraiment dans le monde professionnel. Aussi, il est important de peut-être parler du rôle central que nous jouons lorsqu'on parle de la vision du ministère. C'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est former une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins du marché, lutter contre le chômage pour avoir par des formations adaptées et favoriser le développement de l'entrepreneuriat, parce que le gouvernement, il est important de savoir que le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'emploi est un ministère transversal. Donc, nous, on travaille avec tous les autres secteurs, départements sectoriels. On ne crée pas d'emplois, on favorise les conditions d'employabilité afin que les autres secteurs puissent absorber la main-d'œuvre qualifiée dont nous disposons. Donc, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur public, on a comme rôle principal vraiment d'aider en fait à insérer nos jeunes dans ce milieu-là grâce à une formation qualifiante. Je parlais tout à l'heure aussi de formation des formateurs, ça c'est un de nos défis aussi. Tout d'abord, on avait un manque criard d'enseignants au niveau de l'enseignement technique, surtout la partie pratique. Aujourd'hui, ça reste encore un gros challenge, bien que après le concours d'entrée, au niveau de l'enseignement, au niveau de la fonction publique, sur un besoin de 1900 enseignants ou formateurs à recruter, on a recruté pour l'instant que 1030 qui répondaient à notre besoin ou qui avaient les compétences requises. Donc là, on a un gap de plus de 800 à attraper parce qu'on a besoin de profils spécifiques et dédiés. Donc des gens vraiment beaucoup plus orientés vers le pratique, parce que même aujourd'hui, j'étais en tournée où j'ai eu l'opportunité de visiter l'école l'ERAM de Koya, qui est l'école régionale des arts et métiers. Au sein de cette école, nous avons non seulement
les différentes filières en BTS et en BT, mais également on a les CFPPS, donc ceux qui s'occupent du post-primaire, et on a le CINFOT qui est une école spécialisée qui s'occupe de tout ce qui forme en tout ce qui est pâtisserie, cuisine, bar, tourisme et hôtellerie. Et le constat était, aujourd'hui, c'est une école qui est sur plusieurs hectares. La majorité de nos IRAM, on en a 6 pour le moment sur 8 qui est prévu. Et c'est quand même sur 5 hectares à peu près. On a des équipements qui sont là, mais le problème qui se pose, c'est les formateurs adéquats. Donc, on a eu des formateurs avant qui sont partis à la retraite. Donc, maintenant, au niveau pratique, les élèves se plaignent du manque d'enseignants pratiques. Et donc, pour pallier à ça, on a en place un de nos EPA, qui est l'AMPET, qui est l'école normale de formation des formateurs techniques, et où on doit d'abord avoir la formation initiale de formation de ces formateurs, avoir un pool spécialisé pour former les gens au métier, et ensuite, pour qu'eux ils puissent à leur tour donner la meilleure formation possible au niveau de nos apprenants. Mais le fait qu'aujourd'hui, qu'au niveau, les enfants continuent à faire des cours théoriques, mais au niveau de la pratique, il y a quand même un manque à gagner. Donc, une des solutions que nous avons préconisées, c'est voir quelles sont les écoles ou quels sont les enseignants que nous avons à disposition dans certaines régions et voir comment assurer une certaine mobilité de ces enseignants-là pour que lorsqu'ils n'ont pas assez d'heures dans certaines zones, qu'ils puissent venir dans les zones et pouvoir combler ce gap afin que les élèves puissent vraiment ne pas rester en marge de la formation pour laquelle elles ont souscrite. Donc, pour nous, la formation pratique quand même reste et demeure une de nos priorités. Et on est en train également pour justement qualifier davantage nos formateurs, c'est de faire non seulement avoir des immersions dans le secteur privé, que ce soit au niveau national, mais également au niveau international, avoir des corps d'enseignants qui partent dans d'autres pays pour être immergés dans un milieu professionnel adéquat. Donc, par exemple, aller apprendre de nouvelles techniques pour ceux qui font de la menuiserie. Comment apprendre de nouvelles techniques en menuiserie dans les pays de la sous-région, que ce soit au Sénégal. Pour si on parle de la couture, comment aller soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire pour apprendre de nouvelles techniques et tous les autres métiers où nous formons aujourd'hui. En termes donc là j'ai parlé un peu de formation, on va essayer aussi de parler de tout ce qui est digitalisation qu'on a fait au niveau de notre ministère. On est en train de travailler sur la stratégie de digitalisation de l'enseignement technique, donc en mettant en place, on a déjà une plateforme qui s'appelle Parcours Pro, et c'est une plateforme qui permet la gestion de nos apprenants, de leur entrée à la sortie. Donc que ce soit les inscriptions, ça se passe sur Parcours Pro, que ce soit pour voir le suivi des bourses, des entretiens, donc la remise des bourses, le paiement des bourses d'entretien, ça se fait également via Parcours Pro. Bientôt, la délivrance des agréments pour les écoles privées se fait via Parcours Pro. Il y a le module Insert Jeune pour favoriser le dénichement de stages pour les apprenants, se fait également via cette plateforme-là. Tout ça, c'est pour avoir un outil unique, une plateforme unique qui permet en fait une gestion de bout en bout et un suivi plus consistant et meilleur de nos apprenants, mais également de notre personnel encadrant. Et la plateforme là est là. Cette année aussi, nous avons pour la première fois procédé, on a déjà commencé la distribution de cartes numériques, cartes scolaires numériques au niveau des apprenants, afin de les identifier. Donc jusqu'à date, cela n'était pas fait. Donc on a commencé la distribution depuis il y a quelques jours, afin que tous nos apprenants de la première année, de leur entrée à la sortie, qu'ils puissent avoir des cartes numériques identifiantes qui nous permettent non seulement de savoir combien, enfin, qu'on puisse les identifier, qu'ils appartiennent à tel établissement, mais aussi permettre de faire un meilleur suivi sur l'assiduité, mais aussi au niveau du paiement des bourses, éviter les fictifs ou bien que d'autres personnes viennent se mêler enfin, à l'effectif de ces écoles-là. Aussi, nous avons donc, j'ai parlé d'administration des contenus. On a eu un atelier de formation sur l'administration des contenus des filières. Donc, comme je l'ai dit tantôt, après qu'on ait eu des discussions avec le secteur privé,
un de nos gros défis, c'était l'inadéquation de nos programmes de formation avec le marché de l'emploi. Donc, on est en train de travailler sur ça pour voir quelles sont les filières qu'il faut supprimer, quels sont les nouveaux contenus qu'il faut apporter pour vraiment répondre à ce besoin croissant de compétences. Parce que le monde de l'emploi est extrêmement compétitif. Et si nos apprenants ne sont pas orientés vers les bonnes filières, forcément, ils vont se retrouver au chômage. Ce qui risque d'être un problème pour le gouvernement dans son entièreté. Donc là, on va parler un peu plus d'emploi. Donc, en termes d'emploi, nous avons plusieurs structures aujourd'hui qui nous aident au niveau d'enseignement technique. Avant de parler des structures, pour la première fois, nous avons lancé la politique nationale de l'emploi qui était sous le leadership de la primature, donc qui est la première politique nationale de l'emploi de notre pays. Donc, cela a été fait au mois de septembre, si j'ai bonne mémoire. Et cela permet en fait de définir toute la politique et toute la stratégie nécessaire autour de la demande d'emploi de notre pays. Donc, et ça, donc, de cette politique, on a une stratégie qui est mise en place et ensuite des plans d'action qui découlent en fonction du secteur d'activité afin que nous puissions avoir une meilleure idée de comment orienter nos demandeurs d'emploi, avoir des statistiques assez cohérentes en termes de demande d'emploi, essayer de voir comment orienter la jeunesse ou les demandeurs d'emploi, soit vers les employeurs, soit s'ils veulent être entrepreneurs, comment favoriser leur auto-emploi, donc en favorisant un financement à ce propos-là. En termes d'investissement aussi, donc je parlais tout à l'heure d'investissement en termes d'infrastructures que nous avons de construction et de rénovation. Nous avons plusieurs chantiers en cours et parmi lesquels nous avons le village numérique qui aujourd'hui est quand même à 20% aujourd'hui d'exécution. Nous avons l'INEPS de Dalaba qui est à peu près à un taux d'exécution. Il y a 2 lots, donc nous avons le building des enseignants, nous avons les salles de classe, l'administration, etc. Nous sommes à peu près avec un taux moyen d'exécution de 25%. D'accord. Nous avons également la rénovation des ENI, donc les écoles nationales d'instituteurs de Kindia et de Kekedu, qui ont un taux d'exécution respectif de 90 et 63%. Nous avons aussi équipé, procédé à un équipement de plusieurs de nos centres, donc les ERAM déjà, avec l'aide des partenaires, parce qu'il faut comprendre que les ERAM, le financement des ERAM a été fait par la Banque islamique de développement. D'accord. Et donc, on a dans la phase non seulement les équipements sont déjà là, mais on n'avait pas, il y a certains équipements qui manquaient. Donc, on a procédé encore il y a 2 semaines à compléter le manquant. D'accord. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours, exactement. Donc, on aura le temps tout à l'heure d'en discuter, phase, voilà. De relancer. Donc, tout de suite, le face-à-face. Donc, Madame la Ministre, merci pour cet exposé très édifiant. Maintenant, nous sommes à la rubrique face-à-face. Il y aura des questions d'éclaircissement par rapport à ce que vous venez de dire. Et la première question est avec Monsieur Mahmoud Bari. Merci, Madame. On voudrait savoir si vous avez pu exécuter entièrement votre budget ou bien si vous n'avez pas pu, qu'est-ce qui s'est passé depuis 9 mois? Bon. Pour ça, je pense que j'ai quand même été assez bon élève, on va dire ça comme ça, parce que quand même, nous avons un taux d'exécution de 63% du budget, malgré qu'on ait pris le train en marche. Donc, je pense que c'est pas ce qu'on escomptait, mais je pense qu'on est assez bon élève parce qu'on a quand même pu dépasser les 50% de taux d'exécution budgétaire. Et cela quand même, malgré les différents défis que nous avons rencontrés en termes d'exécution budgétaire, parce que le système qui est en place, surtout au niveau de la régulation des crédits budgétaires, parfois est un frein pour la réalisation correcte ou l'exécution correcte de notre budget. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre sur le budget du ministère? En général, oui, bien sûr. En termes de chiffres, nous avons le budget global du ministère est de 741 milliards de GNF, reparti en plusieurs titres. Donc, le titre 1, en général, c'est les dépenses du personnel. On a un qui est de 128 milliards à peu près, avec un taux d'exécution de 94%. On a les dépenses de biens et services. Donc, en général, ça, c'est le fonctionnement.
Et on a 49% de taux d'engagement budgétaire. On a les dépenses de transfert. Les dépenses de transfert, en général, c'est les dépenses vers les organismes publics autonomes, mais également tout ce qui est paiement des bourses, tout ce qui est paiement des denrées. Il faut comprendre qu'au niveau de l'enseignement technique, nous avons certaines écoles qui sont sous forme d'internat, notamment les écoles nationales d'agriculture et d'élevage, les NAE. On en a 4 à peu près, je pense. Je sais qu'il y a Massanta, Tindo, Tolo et Koba. Et ils sont sous forme ils sont en régime d'internat, donc ils sont subventionnés par des denrées tout le long de l'année. Donc en termes de taux d'engagement, à date, on est à 85%. Et comme je disais, y compris le paiement des bourses. Donc il faut comprendre que on peut dire Alhamdulillah Rabbil Alamina, grâce au président de la République, il y a 2 ans, depuis 2 ans, l'enseignement technique bénéficie au même titre que l'enseignement supérieur de bourses d'entretien. Ces bourses varient de 150 000 à 250 000 par apprenant en fonction de la filière. Donc je pense que ceux qui ont le plus de bourses, ce sont les apprentis maîtres, on va dire comme ça, ceux qui sont dans les écoles nationales d'instituteurs qui ont 250 000 francs de bourse par mois. Madame la ministre, la volonté du gouvernement, c'est d'investir plus et de dépenser moins. Est-ce qu'au ministère de l'enseignement technique, ce principe est respecté? Bien sûr que le principe est respecté, parce que déjà, si je prends l'exécution budgétaire dans son volet investissement, aujourd'hui nous sommes à 22% de dépenses engagées sur un budget de 136 milliards. Pourquoi? Parce que on a reçu des instructions très claires du chef de l'État via le chef du gouvernement de ne pas commencer de nouveaux chantiers tant que les chantiers qui ont déjà été entamés ne sont pas terminés. Et donc aujourd'hui, on poursuit les chantiers qui ont déjà été entamés et on essaie quand même de ne plus faire de paiement sans s'assurer de la qualité et de l'évolution des infrastructures. Et les grands chantiers, ce sont? Le village numérique, l'ENEPS de Dalaba, le CED de Pita. Donc le CED, c'est le centre, c'est tout ce qui est, c'est le centre, c'est une école qui s'occupe de tout ce qui est environnement et développement durable. L'ENEPS, c'est l'école de sport qui se trouve à Dalaba. Donc comme je l'ai dit, nous avons le village numérique qui se trouve à Conakry ici. Donc c'est un de nos grands chantiers. Et nous avons aussi la rénovation des ENI dont je vous ai parlé tout à l'heure, les écoles nationales d'instituteurs, et puis l'équipement aussi qui est une phase assez cruciale dans l'enseignement technique. Donc c'est pas seulement avoir des infrastructures, mais c'est avoir des infrastructures, des équipements et avoir des formateurs correctement formés pour assurer une formation de qualité au niveau des institutions. Oui, Madame la ministre, on considérait à un moment récent que l'enseignement technique était, si vous voulez, une zone de seconde chance. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités que vous offrez pour encourager quand même cette jeunesse qui souhaiterait être dans ces écoles d'enseignement technique? Mais je pense que je l'ai dit à l'entame et pendant la première partie, c'est de qualifier davantage l'enseignement technique. Oui, concrètement, comment ça? Concrètement, c'est déjà avoir des projets structurés, enseignants, équipements, écoles. Parce que si on a un des maillons de la chaîne qui manque, on passe à côté de notre objectif. Et après l'école, des opportunités d'embauche. Pour avoir un emploi, il faut que tu sois bien formé. Donc, si, encore une fois, la qualité n'est pas de rigueur au niveau de l'enseignement technique, on ne peut pas prétendre avoir des emplois décents à la sortie de l'école. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a fait des réformes structurelles, notamment s'assurer d'avoir le niveau requis pour accéder à nos écoles, parce que la perception des gens de l'enseignement technique doit changer. L'enseignement technique n'est pas l'école de la deuxième chance, c'est l'école de la première chance. C'est ceux qui veulent tout de suite avoir un métier, ceux qui ne veulent pas faire de grandes études. Tout le monde ne peut pas être cadre supérieur dans un pays. L'économie de la majorité des pays tourne autour du secteur tertiaire ou de fourniture de services. Et même quand on regarde le projet de Simandou 2040, le projet Simandou et le programme Simandou 2040, la majorité de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire tourne autour des métiers qui sont enseignés dans l'enseignement technique. Donc, le BTP, les infrastructures, le chemin de fer et même les services à valeur ajoutée connexes qui viennent. Quand on parle de tourisme et habitat, le tourisme, ça vient de l'enseignement technique. Mieux, pour ceux qui ne le savent pas, les formateurs de l'enseignement pré-universitaire sont formés au niveau de l'enseignement technique. Donc, que ce soit le franco-arabe, donc les instituts en franco-arabe, ou l'enseignement général sont formés de l'enseignement technique. Donc, c'est pour vous dire que si
on rate l'enseignement technique, la formation de base même de notre jeunesse est en péril. L'autre question, c'est comment accéder aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens se battent plus pour aller dans les écoles de santé. Comment ça se passe? Là aussi, c'est une réforme majeure qu'on a entamée. Nous avons une multitude d'écoles de santé qui ne répondaient pas forcément à certaines normes. Et c'est pour ça que nous avons décidé cette année, d'abord le concours ne s'est pas passé très tôt, donc d'ailleurs on va procéder à la publication des résultats du concours aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi? Parce que on a constaté que beaucoup d'écoles ne répondaient pas aux normes, en termes d'équipement notamment, mais en termes de formateurs également. Et donc on a décidé conjointement avec le ministère de la Santé, donc j'ai discuté avec mon homologue de la Santé aussi, qui m'a fait part des difficultés qu'ils ont avec le personnel qui se trouve au niveau des hôpitaux en termes de manque de qualification et tous ces défis-là, de renforcer en fait l'accès des écoles de santé à ceux qui le méritent réellement. Parce que lorsqu'on parle de santé publique, on parle de vie humaine. Bien sûr. La moindre erreur médicale est fatale. Bien sûr. Ou peut créer vraiment des dommages irréversibles. C'est assez méticuleux. Exactement. C'est pour ça qu'on a fait une mission conjointe avec les inspecteurs du ministère de la Santé pour aller sillonner tous les établissements de santé, techniques publiques et privées, et voir quels sont ceux qui étaient aux normes. Donc on a, au terme de cette mission, on a publié les résultats de cette mission, et on a constaté qu'il y a des écoles qui ne pouvaient pas ouvrir, qui ne pouvaient pas recruter cette année, en première année, parce qu'ils ne disposaient, soit les infrastructures ne répondaient pas aux normes, soit ils n'avaient aucun équipement, ils étaient en manque de formateurs. Oui, si tu permets, justement, on a constaté cette année que beaucoup de filières n'ont pas d'apprenants en première année. Quelles sont les raisons, à part la santé? Parce que c'est voulu, comme je l'ai dit. Les filières qui ne répondent pas aux standards, donc normalement au niveau de l'enseignement technique, on doit avoir les programmes enseignés en approche par compétence. Et qui dit approche par compétence signifie un certain nombre de règles en place. Ce qui veut dire qu'on doit avoir des groupes pédagogiques maximum de 24 pour les métiers et de 35 pour les ENI ou les écoles de santé par exemple. Aussi, il faut avoir des équipements adéquats, donc les travaux pratiques doivent être de rigueur, alors qu'au niveau du programme PPO, c'était beaucoup plus la théorie que la pratique. Mais quel suivi justement, parce que ça peut créer une interruption au niveau de la délivrance de la main-d'œuvre. Si on continue sur 2 ans. Non, pas du tout, parce que l'objectif, in fine, c'est que toutes les filières qui ne sont pas en APC, de les transformer en APC d'ici, sur un planning bien défini, d'ici l'ouverture prochaine, par exemple. Et on a commencé à travailler sur ça pour vraiment les programmes qui ne sont pas en APC, les transformer en APC, afin que nous puissions recruter beaucoup plus l'année prochaine. Et aussi, on n'a pas aussi recruté, parce que je peux vous dire que si je prends en termes de résultats, les résultats n'étaient pas forcément les bons. Nous avons malgré qu'on ait fait un repêchage, on ne peut pas repêcher des gens jusqu'à 6 de moyenne, c'est pas possible. Au niveau des ENI, on parle des instituteurs. On ne peut pas recruter des gens qui n'ont pas la moyenne. Et c'est pour ça que quand vous allez au niveau des ENI, en termes bien qu'il y a la disponibilité, il n'y a juste pas eu des gens qui avaient le niveau nécessaire ou requis pour accéder à ces écoles. Donc parfois, le problème n'est pas forcément parce que le programme n'était pas adéquat, parce que les gens n'avaient pas le niveau. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne veut plus qu'on dise que l'école de la deuxième chance, c'est l'école de la première chance. Et il faut être qualifié et avoir un certain niveau de compétences pour accéder à nos écoles. On entend bien. Oui, Madame la ministre, parlez-nous un peu du fonctionnement de l'ONFPP et de l'AGIP. D'accord. L'ONFPP, déjà, c'est l'Office national de perfectionnement qui s'occupe beaucoup plus de la formation du secteur informel, mais également des entreprises. Et ils font très souvent des formations pour le secteur informel de 2 semaines, 3 semaines, soit pour que les gens puissent acquérir rapidement des notions sur un métier bien précis. Donc, par exemple, ils font des formations en teinture. Donc, ils vont aller voir des femmes qui ont déjà appris les techniques de teinture, mais peut-être où il y a un certain manque en termes de techniques, soit d'usage de la soude caustique, voir comment les aider à mieux utiliser les différents produits qui font la teinture. Donc, ils font des formations rapides dans ce sens, ou bien ils avaient également fait des formations au niveau du secteur agricole, par exemple sur l'usage des engrais, pour que les paysans qui utilisent ces engrais-là ne mettent pas trop d'engrais qui peut en général soit
contribuent à perdre la culture, ou même, ça peut être assez toxique même pour la consommation si les engrais ne sont pas faits correctement. La GIP, c'est l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui s'occupe de l'insertion professionnelle des jeunes, des demandeurs d'emploi, ou bien aussi les orienter vers l'auto-emploi. Et l'accès se fait comment là, au niveau de la GIP? Non, il n'y a pas d'accès. La GIP, c'est un EPA. Okay. La GIP, c'est un établissement public autonome et aujourd'hui qui facilite l'insertion des jeunes. On a déjà on a la maison de l'emploi. La maison de l'emploi, en fait, est une maison qui est là pour non seulement orienter les jeunes, faire des formations, mais également donner des conseils, faire des formations en comment faire un CV, comment rédiger un CV, aussi les conseiller pour savoir est-ce que la personne veut être orientée vers être employée ou bien veut faire de l'entrepreneuriat. Donc, lorsque vous venez au niveau de la maison d'emploi, on vous accueille, on vous demande c'est quoi votre parcours professionnel, qu'est-ce que vous voulez faire, et en fonction de ça, on vous oriente vers l'un ou l'autre. Et aussi au niveau de la GIP, au niveau de la maison de l'emploi, on a des formateurs qui sont là, donc il y a des formations qui sont également faites, qui sont offertes, qui sont gratuites. Donc l'orientation et le conseil aussi, c'est gratuit. On a des statistiques aujourd'hui au niveau de la maison de l'emploi qui, en termes, par exemple, cette année, si je prends on a eu des renforcements de compétences par l'ONFPP et de la GIP d'à peu près de 5 000 jeunes et de 500 entrepreneurs. D'accord. Donc ça, c'est des statistiques en termes d'insertion professionnelle et le placement de 1000 demandeurs d'emploi en stage. Et d'ailleurs, la GIP a récemment signé plusieurs partenariats et conventions avec le secteur privé pour deux raisons. Faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes au niveau de ce secteur, mais également parce qu'ils travaillent aussi sur tout ce qui est permis de travail. Donc, c'est eux qui s'occupent de la délivrance des permis de travail pour les étrangers. Vous savez qu'il y a là le contenu local qui a récemment été adopté. Donc, il est important qu'on puisse respecter le contenu local. Donc, après normalement 2 ans d'un emploi qui était pour un étranger, ça doit être maintenant, on doit avoir un plan de carrière pour les nationaux afin que ces gens-là puissent aussi accéder à des postes de responsabilité qui étaient autrefois occupés par des étrangers. Sur ces permis de l'emploi-là, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les statistiques par rapport au coût? Les prix, je pense que je peux regarder ça tout à l'heure parce que j'ai pas ça en tête. Mais il y a plusieurs catégories au niveau des coûts du permis de travail. Et je pense que ça varie de $1000 US à 3000 à peu près. Et quels sont les secteurs d'intérêt des étrangers en Guinée? Les mines, le secteur des mines, par exemple, c'est un secteur assez prisé par les étrangers, les banques et assurances. On a beaucoup d'étrangers dans les banques et assurances, le secteur des mines, les industries aussi, et tant d'autres aussi. Parce que parfois, c'est pas forcément la quantité, mais le gros souci qu'on a, c'est qu'en général, pour les postes de responsabilité, c'est d'abord des étrangers qui les occupent avant des Guinéens. Et donc, il faudrait quand même faire un suivi, de s'assurer que les gens sont là pour un temps bien précis et qu'il y a un transfert de compétences adéquat afin que les Guinéens aussi puissent avoir accès à ces postes et de responsabilité aussi compétitifs que les étrangers et aussi s'exporter à l'étranger. Bien entendu. Si je ne me trompe, il existe 66 filières de formation au niveau de l'enseignement technique. Aujourd'hui, avec la mutation perpétuelle du monde de l'emploi, est-ce que la Guinée arrive à répondre justement aux besoins du marché de l'emploi? Et vous avez tenu le mois de septembre dernier un atelier là-dessus. Quelles sont les filières qu'on va voir partir et ceux qui vont faire leur entrée? Bon, je pense que je vais pas aller directement dans ce sens, pour tout vous dire. Vous savez, le monde est en perpétuelle évolution. Bien sûr. Cela veut dire quoi? Il y a des filières aujourd'hui, peut-être qu'on ne va pas supprimer, mais qu'il faut merger. D'accord. Si je prends l'exemple au niveau des filières et programmes, nous avons par exemple électricité bâtiment, électricité industrielle. Nous avons mécanique générale, mécanique auto, mécanique générale, mécanique auto, mécanique diesel. Ça n'a pas forcément de sens parce qu'avant, je peux dire une filière, disons quelqu'un s'assoit, c'est un programme ou disons même un module de formation devient une filière. Ça n'a pas trop de sens. Et c'est pour ça qu'on a un pléthore de filières à notre niveau et c'est ce qu'on veut changer. Oui.
Aujourd'hui, les métiers, quand on regarde en Guinée, quels sont les métiers porteurs réellement? Si je prends au niveau de la technologie, qui est mon domaine de prédilection, tout ce qui est enseignement en commutation, ça n'a plus de raison d'exister. Personne ne fait de la commutation maintenant. On parle de 5G, on parle de 6G, d'intelligence artificielle, en train d'enseigner encore la commutation. La commutation, ça c'est pour les circuits d'avant, ceux qui quand il y avait le téléphone normal, etc. On ne peut pas continuer à former là-dessus. On ne peut pas continuer à former dessus, donc c'est des filières qui sont censées disparaître. Les nouvelles filières qu'on doit introduire, c'est l'intelligence artificielle par exemple, qui est une filière qui n'existe pas chez nous. Donc ça c'est juste un exemple de filière. La même chose, merger des filières, mécanique auto, mécanique diesel. Aujourd'hui, on a la mécanique telle que l'on voit, mais on parle aujourd'hui de voitures électriques, de voitures hybrides. C'est vraiment c'est une mécanique à laquelle il faut penser pour savoir qu'on doit changer nos filières pour les adapter au monde réel. C'est vrai qu'en Guinée encore, on a beaucoup de véhicules qui sont mécaniques, mais on voit plus en plus de véhicules électriques, automatiques. Donc, ce n'est plus la boîte manuelle, mais c'est la boîte électrique aujourd'hui qui est de plus en plus prisée. Et si les gens ne peuvent pas intervenir sur ces équipements-là, c'est assez compliqué. La même chose aussi au niveau, un des métiers qui est très prisé chez nous, c'est tout ce qui est logistique, transport dans les mines. Donc, les conducteurs des engins lourds, c'est quelque chose qui est assez prisé. Et donc, c'est des formations qui doivent normalement être beaucoup plus renforcées parce que la Guinée est un secteur minier par prédilection. Donc, c'est des secteurs qu'il faudra renforcer. Donc, les citoyens ont réagi dans notre Voix Pop. On va vous les mettre et vous allez suivre cela. C'est parti. Mohamed Souma, Kelly Imbayane, Marseille, Kangu, Fraya, mais Mouma Walikui, Montoro aussi, Saint Oumadi, ouvrier, Basin Nenevagi, Nenana, Mumpata Waldi, Mubalama, Mungapata, Narawaldi, Kangu, Mumayure. Nous voulons dire que nous avons fait des résultats à manquer. Donc, c'est là bas. On va faire Waka na hapa la Guinée, mangi. Ina meli la Guinée di Madina. Madina kaya ngina na hamuna koblida. Be ubri ina be. Kolonu Togo la fama be. Sénégal la fama. Bilim fama be wolde wolla nena. Mais to même riba la Guinée be. Wali so mo koye nani. Anu na koye na abin la ba mo to. Be dia abin la ba. Kalmo in wali so ta yi to koye sa riba makala. Ita bo muta ta jiwa umma irakata irafi mo li bari na ba la Guinée mali ki de la Guinée di muta wala e tinga mara ba ma bine ma gini so bine wo mu kalma be mo sai yi amuta ide ko te nan na ba mo koye be o te mun ba mo ba ban ma de mendi dara mu no mo wali ba de mendi en esu tan woye muta won fila ha mo ma la Guinée da wo mo la wo ma mangera la Guinée di. Madame, vous venez de suivre ces réactions. Quels éléments de réponse vous pouvez donner à cela? Le premier parlait tantôt de la formation. Donc, je pense que pour répondre très simplement à sa question, comme je disais,
nous avons l'ONFPP qui est là pour adresser ce genre de problèmes ou de défis, notamment la formation des gens dans le secteur informel qui n'ont jamais été à l'école et qui n'ont pas les notions de base. Au lieu de venir dans nos écoles apprendre la formation de base au niveau de CAPPS, comme je le disais, les CAPPS, c'est vraiment le niveau primaire ou les gens qui sont en abandon scolaire, donc les enfants qui sont en abandon scolaire. Et, ou même le monsieur qui parlait tout à l'heure, s'il a quand même un certain niveau de base en français, qu'il puisse apprendre le métier au niveau de nos écoles. Mais aussi, l'ONFPPS forme le secteur informel et adresse ce genre de problèmes, de défis, en formant les jeunes ou les ouvriers sur différents métiers. Donc, au niveau des BTP, ils font des formations en BTP, parce que je pense bien que le monsieur, c'est un ouvrier en BTP, donc il est sur des marchés sur des chantiers de construction. Et donc, on procède au renforcement de capacité de ces genres d'ouvriers-là, afin qu'ils puissent apprendre les différentes techniques, comment utiliser les outils, ou mieux les utiliser, comment mieux s'organiser au niveau de... même s'ils n'ont aucun diplôme? Même s'ils n'ont aucun diplôme. D'accord. Parce que c'est vraiment pratique. Okay. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des experts ou des maîtres, des gens qui ont vraiment un certain niveau, une certaine expérience dans le métier en question, qui viennent et puis ils font vraiment des travaux pratiques, par exemple leur apprendre à comment faire un mur droit, en utilisant les différents équipements, la mise à niveau. En langue? Oui, en langue. Ça peut être en langue, ça peut être en français. Parce que quand même, la majorité des gens comprennent, c'est les Guinéens qui comprennent pour faire la formation. À date, l'ONFPP, à ce que je sache, ne prend pas forcément pour le secteur informel des étrangers. Parce qu'il faut quand même pouvoir s'adresser à ces personnes en langue locale, parce qu'une formation doit être faite dans une langue que quelqu'un comprend. Bien sûr. Ça ne sert à rien de faire la formation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de formations dans ce sens. Même au niveau des jeunes, récemment, ils ont fait des formations en graffiti. Ils font des formations... ils ont fait des formations sur les panneaux solaires, comment installer des panneaux solaires, parce que c'est de plus en plus prisé. Oui. Ils ont fait des formations en tissage, au niveau de la zone du Fouta, par exemple. Ils vont bientôt faire des formations de teinture, apprendre de nouvelles techniques de fixation de la teinture sur le tissu pour que les gens puissent mieux vendre leurs produits. Des formations comme ça en BTP, comment faire des constructions, comment utiliser aussi des équipements de santé, sécurité et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un des rôles majeurs de l'ONFPP. L'autre parlait de... La même chose aussi, comment... Mais cette fois-ci, au niveau des équipements, c'est la même chose. Comment se perfectionner sur les équipements. Donc la même chose aussi, c'est qu'est-ce que l'ONFPP fait aujourd'hui? Parfois, ils achètent du matériel, ils viennent au niveau de la population dans le besoin et ils forment non seulement le secteur informel sur ces équipements-là, et parfois même, ils laissent les équipements sur place afin qu'ils puissent utiliser après leur départ. Et le dernier disait? Et le dernier, c'était favoriser la préférence étrangère par rapport à la préférence nationale. Je pense que toutes ces disparités-là viennent parfois par rapport à la formation. D'accord. Et comme je le disais, le programme Simandou 2040, c'est un programme ambitieux pour la Guinée, pour le développement socio-économique de la Guinée. Il y a le contenu local qui est là pour garantir l'emploi des Guinéens. Mais si les gens n'ont pas de qualification, si les gens ne sont pas formés, il est difficile d'imposer un employé. Oui, mais à compétence égale. À compétence égale, on prend le... Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'elle est là sur le contenu local. D'accord. Et il y a des postes. Il y a des postes qui sont faits pour les nationaux. Il y a des postes qui sont faits pour les étrangers, mais à la longue, il y a un transfert de compétences qui est nécessaire au bout d'un certain nombre d'années. Je pense que c'est 2 ans pour certains types de métiers, et au bout de 2 ans, on doit les remplacer par des locaux. Concernant les ouvriers, il faut qu'on se dise aussi certaines réalités. Parfois, c'est pas que les gens ne sont pas qualifiés, c'est une question qu'ils ne sont pas organisés, ou ne sont pas structurés, ou ils font pas preuve de sérieux sur certains chantiers, ce qui décourage. Les gens préfèrent avoir des étrangers pour coordonner et collaborer sur ces chantiers-là. Et ça, je pense que c'est une question de discipline aussi de soi qu'on doit avoir, parce que le monde, encore une fois, il est compétitif. Donc, qu'on soit guinéen ou pas, il faudrait que nous puissions adopter les meilleures pratiques. Même si on est ouvrier, on peut ne pas être instruit, mais être organisé. Bien entendu. Et il est important aussi que nos ouvriers puissent s'adapter. Et ça va bien la formation. Si les gens ont été formés sur le tas, on leur a pas appris comment se comporter sur un chantier, quels sont les équipements de sécurité qu'il faut porter, comment coordonner l'usage du matériel pour éviter le gaspillage et tout ça. Ça, c'est des formations. C'est l'objectif aussi des formations de renforcement de capacité faites par l'ONFPP pour apprendre aux jeunes ouvriers
non qualifiés, on va dire ça comme ça entre guillemets, qui n'ont pas été à l'école, d'apprendre des techniques, des nouvelles techniques, mais également s'organiser et être mieux vendables ou comestibles sur le marché de l'emploi, tout simplement. On entend bien. Voilà. Et comment évoluent les partenariats stratégiques au niveau de votre département? Ben, nous avons déjà, comme je le disais tantôt, on avait rencontré le secteur privé, mais aussi en ce moment, on a plusieurs partenariats qui sont en cours avec les partenaires techniques et financiers. Notamment, on a le programme d'éducation décennale, qui est un programme de l'Union européenne avec d'autres partenaires de développement, l'UNICEF et tout. Et ça concerne les 3 secteurs de l'éducation. Et ce programme permet non seulement de faciliter des projets structurants comme la construction, l'équipement des écoles, la formation des formateurs, la mise à disposition de matières d'œuvre pour nos écoles, par exemple, la fourniture de certains équipements de pointe que nous n'avons pas. Récemment, au niveau de l'ENAM, on a livré des équipements de pointe en tout ce qui est métallurgie, chaudronnerie, etc., par exemple. Aussi, nous avons d'autres types de programmes qui sont en cours de partenariat avec le secteur privé, notamment les partenaires pour tout ce qui est insertion des jeunes. On a le projet PAED qui a déjà démarré. On a eu la première réunion de comité de pilotage. Ça, c'est pour favoriser l'emploi décent et l'insertion sociale des jeunes. Et là, on travaille aussi encore avec le secteur privé pour favoriser l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi en les outillant de compétences nécessaires pour faciliter les stages en alternance, doter de compétences qu'ils n'ont pas, etc. On travaille également avec les partenaires comme le BIT pour favoriser l'enseignement de l'entrepreneuriat au niveau de notre système d'enseignement technique. Donc, comme je disais tantôt, on va le faire à partir de 2025. On a déjà commencé la formation initiale des formateurs en entrepreneuriat et ça va bientôt se faire. Donc, ça a déjà commencé cette formation-là. Ensuite, il resterait le déploiement de ces formations au sein de nos établissements. Nous avons des formations avec, on a des partenariats publics-privés avec l'enseignement l'enseignement supérieur, le ministère des Mines et nous-mêmes, et ONUDI et Alteo. C'est pour un projet d'école orientée vers les métiers de l'alumine. Donc la Guinée, quand même, vous savez très bien qu'aujourd'hui, un des soucis du président de la République, c'est comment transformer nos minerais sur place. Donc avoir des unités industrielles adéquates pour la transformation sur place. Mais pour ça aussi, il faut une main-d'œuvre préparée, adaptée. Donc il y a un projet de formation. Le projet est censé, c'est jusqu'en 2027, démarrer en 2027, mais une partie initiale de formation et d'établissement sur laquelle on est en train de travailler. Donc la partie curricula qu'on est en train d'aborder. Et ce programme envisage la formation de 700 personnes, 700 jeunes, notamment 100 cadres, donc ingénieurs et 700 aides-ingénieurs, donc techniciens qui viennent de l'enseignement technique et principalement. Et tous ces projets-là, ce sont des partenariats qu'on est en train de mener. Il y a également le projet un autre projet de partenariat qui est en cours avec pour l'école des cirques. Donc là aussi, c'est un programme, un partenariat public-privé qui implique le ministère de la Culture et du Tourisme, notre ministère, et puis un circus Baobab pour la formation. Vous savez, aujourd'hui, la Guinée est en train de se distinguer sur la scène internationale en tout ce qui est acrobatie, etc. Donc, c'est comment s'assurer aussi que ces jeunes-là puissent être formés autour de tous les métiers du cirque et puis de la gestion de ce métier-là. Oui, sauf que quelque part à l'intérieur du pays, il y a des centres de formation qui n'ont pas de formateurs, qui n'ont pas de maîtres. Oui, tout à fait. On est complètement conscient de cela. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un programme de mobilité de nos formateurs pour là où il y a un excès de formateurs, les envoyer là où il n'y en a pas. Et ça, c'est un programme qui est en cours de déploiement. Et on a décidé aussi de ne pas recruter dans les filières ou les programmes où on n'a pas d'enseignants. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas recruter les apprenants pour qu'ils viennent à l'école, il n'y a personne. C'est comme j'ai été à l'école. Je suis parente, j'ai des enfants. Si je ne peux pas accepter que mes enfants soient dans des conditions exécrables d'études, je ne peux pas permettre non plus que d'autres enfants de milieux défavorisés aussi puissent être dans des conditions
qui ne répondent à aucun standard en termes d'enseignement. Donc, si on n'a pas de professeurs adéquats, on préfère ne pas recruter que de recruter des apprenants qui vont venir s'asseoir à l'école à ne rien faire. Oui. Donc ça fait partie de la politique. C'est pour ça que je disais, comme on avait un problème d'enseignants, de manque d'enseignants, on a fait un recrutement. Et aujourd'hui, il y a tout un processus pour insérer ces formateurs-là qui est en cours. Et donc, c'est un processus assez long parfois, mais je pense bien qu'on va y arriver par toutes les techniques qu'on est en train d'apprendre, ou disons les astuces de mobilité qu'on est en train de favoriser. Et d'ailleurs, à titre d'information, on a mis en place un programme de distinction de reconnaissance des formations au niveau de l'enseignement technique pour justement encourager les formateurs, améliorer leurs conditions et puis aussi la reconnaissance. Parfois, c'est pas seulement l'argent le problème. C'est que les apprenants, les formateurs ont l'impression qu'ils sont là, ils ne sont pas assez reconnus. Donc, il faut qu'on puisse valoriser le statut de l'enseignant, surtout l'enseignement technique, pour faire comprendre aux jeunes que lorsqu'un formateur se sent valorisé, il se donne à 1000%. Oui. Même s'il n'est pas bien payé, mais s'il sent qu'il est important, il se dit, j'ai contribué à vraiment améliorer le système d'enseignement, à créer de l'emploi pour X, Y et Z. Ils se sentent valorisés, Et quand on se sent valorisé, on se donne à 1000%. Madame, pour ça, on a mis ce programme à l'enseignement en place. technique, vous avez ce qu'on appelle les centres de formation post-primaire. Hein. Le CAPPS. Il y a peu de communication là-dessus, moi, je trouve. Mais à quand la valorisation de ces centres qui sont aussi importants? Les centres sont déjà valorisés, mais c'est vrai qu'en matière de communication, il faut beaucoup mieux faire. Et je pense que ces derniers mois, on s'est beaucoup amélioré, surtout venant de moi. Je pense que j'ai fait un pas de géant en termes de communication, justement pour mettre plus en valeur notre travail, mais aussi informer les gens sur ce qu'on fait. Et ça, encore une fois, ce sont des instructions fermes du président de la République à travers le Premier ministre qui nous ont demandé d'avoir une communication de proximité. Donc, d'informer le public sur ce qu'on fait. Si on fait des réformes, il faut que les gens comprennent quel genre de réformes on fait, pourquoi on les fait et quel est le résultat final. Et à partir de ça, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour les gens de comprendre les réformes en cours, mais aussi pour mieux orienter les apprenants. Bien entendu. Pour savoir qui doit aller où. Parce que, encore une fois, si on dit qu'on est en train de travailler sur l'excellence au niveau de l'enseignement technique, les gens peuvent penser qu'on est en train de créer des élites, alors que l'enseignement technique, c'est pas pour faire des élites. C'est pas pour faire des élites, mais c'est pour faire au moins une main-d'œuvre qualifiée. Compétente. Et compétitive. Et compétitive. Merci. Et une fois que ça c'est fait, au niveau de CFPPS, comme je dis encore, c'est pour les jeunes qui n'ont pas poussé les études très loin. Bien sûr. Donc, qui sont au niveau primaire ou qui sont en abandon scolaire, qu'on récupère et qu'on forme à des métiers couture, coiffure, menuiserie, plomberie, niveau vraiment main-d'œuvre. Niveau de base. Niveau de base. Et à travers des certifications. Donc, en général, c'est des formations de courte durée. Maximum 9 mois de formation en fonction des différentes filières à travers tout le pays. Madame, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que on peut connaître les perspectives pour 2025 en un laps de temps? Bon, comme je dis encore, je pense que je vais juste revenir rapidement sur nos principaux défis. Donc, notamment, c'est... les perspectives, madame. Oui, mais pour parler des perspectives, il faut que je parle des défis. Donc, pour que je puisse trouver des solutions aux défis que je rencontre. Et parmi ces solutions, c'est d'abord, en termes de perspectives, c'est reformer et structurer la formation et l'emploi, justement pour que les formations dans nos écoles, donc à travers la révision des programmes et des curricula, avoir des programmes adaptés aux besoins du marché de l'emploi. Donc ça, c'est des réformes qui sont en cours, qui ont déjà commencé, mais qui ne sont pas encore achevées. Et la spécialisation territoriale. Donc, on veut aussi essayer de voir comment orienter nos centres de formation en fonction du secteur d'activité qui se trouve dans la zone. Donc, si par exemple, un peu à l'image du Maroc, ou par exemple, lorsque vous voyez au Maroc, quand vous partez dans la zone de Tanger, c'est tout ce qui est école maritime et métiers de maritime qui sont dans cette zone-là. Quand vous partez dans la zone de Casa, c'est beaucoup plus la zone aéroportuaire. Donc, la même chose ici, en fonction de la zone, avoir la zone de Bokeh, qui est une zone de prédilection minière, comment orienter nos centres de formation vers les métiers de l'alumine et des mines, de la bauxite. L'amélioration des équipements, des infrastructures, c'est quelque chose qui est en poursuite. Finaliser nos chantiers. Donc, tous les chantiers qu'on a entamés, essayer au moins d'avoir des taux d'exécution de 80 ou plus en 2025. Continuer la formation continue de nos formateurs dans les renforcements de capacité, surtout au niveau pratique. Donc,
avoir des immersions de nos enseignants au niveau du secteur privé pour apprendre de nouvelles techniques. Donc ça, c'est vraiment un défi majeur que nous souhaitons relever et c'est une perspective que nous souhaitons continuer. La certification des diplômes de formation. Donc on a demandé à l'ONFPP et au CNPG aussi, qui est le Centre national de personnel de gestion, d'avoir beaucoup plus de diplômes certifiants pour qualifier davantage nos entreprises ou les demandeurs d'emploi ou même le secteur aussi formel. Trouver des stages pour nos apprenants, donc améliorer leurs conditions d'études en favorisant aussi l'insertion socio-professionnelle, voir aussi les mesures incitatives de rémunération avec les programmes de distinction et de mobilité au niveau de nos écoles, relancer les Olympiades, donc régionales, ensuite nationales, là aussi pour favoriser la compétitivité entre les écoles, et puis aussi avoir une meilleure visibilité sur nos métiers, pour justement informer la communauté sur ce qui se passe au niveau de l'enseignement technique et faciliter l'orientation des élèves dès le lycée pour aller vers les métiers qui sont enseignés au niveau de l'enseignement technique et tant d'autres. Oui, voilà. Merci Madame la Ministre. Pour ne parler que de ça. Et sans oublier l'emploi. Le côté emploi, c'est vraiment... ça, j'insiste vraiment dessus parce qu'on a toujours tendance à mettre beaucoup plus l'accent sur la formation et oublier l'emploi. Mais c'est vraiment pouvoir dérouler la stratégie... la politique nationale de l'emploi. La stratégie maintenant qui découle de la politique nationale de l'emploi et avoir un plan d'action qu'on a déjà mis en place et voir comment exécuter les différentes activités y afférentes afin que la politique de l'emploi soit une réalité et que les Guinéens puissent avoir un emploi décent. Donc, Madame, on est pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Ce que j'aimerais dire déjà, c'est remercier tout un chacun déjà de me recevoir, mais également remercier le président de la République pour sa vision éclairée et aussi pour son appui constant au niveau de l'enseignement technique, de la fonction publique de l'emploi, mais également le chef de gouvernement et tous les membres du gouvernement pour leur soutien. Et aussi insister sur le fait qu'il est important que nous puissions nous former et qu'on améliore notre système d'éducation pour être compétitif et faire bénéficier les Guinéens d'un emploi décent. Donc nous sommes résolument engagés à améliorer la qualité de l'enseignement au niveau du département afin que les Guinéens et les Guinéennes, les jeunes, puissent se stabiliser au niveau de ce pays, puissent également espérer bénéficier de la manne financière qui va découler du programme Simandou 2040, afin qu'eux aussi puissent savoir que ce programme est fait pour les Guinéens, par les Guinéens, et cela passe forcément par l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis j'invite tout un chacun à venir au département pour mieux connaître ce que nous faisons, mais nous allons aussi continuer à améliorer notre façon de communiquer pour faire comprendre aux Guinéens toutes les réformes qui sont engagées depuis l'avènement du CNRD au niveau de notre département et pourquoi nous le faisons, comment nous le faisons et à quelle fin. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Donc formation, modernisation des infrastructures, équipement et emploi décent. Merci beaucoup d'être sur ce plateau avec nous. Grand merci, Monsieur Mahamoud Barry. Merci, Ainsi Mariam. prend fin ce numéro de On fait le point. Nous avons reçu pour vous, Madame Aminata Kaba, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, venue se prêter à cet exercice de redevabilité comme voulu par le chef de l'État. Rendez-vous est donc pris pour un autre numéro. D'ici là, je vous laisse en compagnie des programmes de la RTG. Portez-vous bien.